Je crois qu'il est en fait assez difficile pour moi de penser la violence indépendamment d'exemples et même de souvenirs de la violence. Ce que je veux dire, c'est que la notion de violence ne trouve finalement de source vive en moi qu'à travers une mémoire qui se souvient de moments ou de manifestations de la violence, de monstrations de la violence. Et bien sûr, il est possible qu'une telle impuissance à remonter directement à la notion, à remonter directement à la théorie, relève d'une impuissance philosophique, d'un manque de compréhension de ma part au sujet du concept de violence et de ce qu'il suppose. C'est quelque chose que je voudrais explorer dans cette série qui va parler justement de la violence dans un sens philosophique. Mais pour commencer, je voudrais ici faire l'hypothèse avec vous que cette impuissance dit aussi quelque chose sur l'objet que je veux traiter, qui est justement la violence. Que cette impuissance-là, que ce retour presque spontané à ma mémoire, dit quelque chose de la violence. Quand je dis que cette impuissance à remonter au concept est finalement une bonne manière d'entamer une réflexion sur la violence, je veux dire finalement que phénoménologiquement, la violence, qui se révèle dans le geste violent, dans la parole violente, dans le mouvement violent, semble précisément dépasser les bornes de la définition. On dira par exemple dans le cadre d'une théorie politique que la violence est l'expression d'une force, d'un ordre prêt à s'imposer au sujet politique. On considérera alors que, au contraire de ce que je viens de dire, la violence est théoriquement qualifiable, elle est désignable, elle est identifiable, elle est repérable dans ses stratégies, dans des tactiques politiques. Mais pourtant, je crois fondamentalement que, disant cela, nous irions trop vite. Car ce n'est pas parce que nous pouvons déterminer l'autour de la violence, ses conditions d'émergence, ses usages sociaux, existentiels, politiques, c'est pas parce que nous pouvons dire tout cela que nous parvenons à dire ce qu'elle est en elle-même, ce qu'elle désigne elle-même, ce qui fait qu'elle est effectivement violence, elle-même, et même ce que cela fait d'être violent ou d'être violenté. Et évidemment, une telle remarque peut être faite à propos de beaucoup de notions et de beaucoup de termes que l'on voudrait philosophiquement travailler. Pourtant, ici, elle me semble particulièrement importante car si je pense à ces souvenirs de violence, à cette mémoire incorporée depuis laquelle je commence à penser avec vous, si je réfléchis à la violence et à la manière dont elle s'est toujours imprimée en moi, je remarque que finalement elle s'est toujours révélée à moi dans l'image d'un surgissement qui soudain dépassait des bornes dont parfois je n'avais même pas une claire conscience avant qu'elles soient dépassées. Enfant, par exemple, je me souviens avoir vu mon père s'énerver extrêmement fort, alors qu'il était toujours d'un calme olympien, et qu'il l'est toujours, et dans sa colère, il jeta un objet, je ne sais même plus lequel, à travers la pièce. Et ce qui est étrange quand je pense à ce souvenir, c'est que les motifs de sa colère ont disparu, de ma mémoire, mais l'image de son geste, non. Geste violent, parce qu'il outrepassait justement les bornes normales de notre cadre familial, de ses habitudes, de sa manière d'agir. Et le fait de se souvenir des éclats brisés de l'objet jeté à travers la pièce, et plus du tout de ce qui avait conduit à ce geste, me renseigne par ailleurs sur un motif particulier de la violence. La fascination qu'elle exerce sur nous. Le fait qu'elle remplisse affectivement tout l'espace disponible jusqu'à, paradoxalement, faire quelquefois disparaître ses sources et ses enjeux. Et ça, il me semble que c'est une question qu'on devra traiter. Si j'essaye donc de distinguer ce qu'est la violence, par rapport, par exemple, aux notions sœurs de contrainte, de pouvoir, de dépendance, alors peut-être est-ce d'abord en la considérant non pas du point de vue de l'exercice d'un pouvoir, mais comme l'épreuve d'un débordement affectif, que je parviendrai mieux à la circonscrire. Je ne sais pas vraiment jusqu'où peut aller cette hypothèse, à vrai dire, mais il me semble qu'une approche phénoménologique de la violence
permet peut-être d'éclairer des difficultés propres à l'usage de ce concept dans le champ spécifiquement politique. Dans un article intitulé « Violence et contrainte », Catherine Colliot-Hélène écrit que ce concept large de la violence repose encore sur le présupposé anthropologique d'une autonomie absolue de l'individu. Tout ce qui d'une manière ou d'une autre le contraint peut être qualifié de violence. Et il a pour conséquence qu'il est devenu impossible de distinguer, dans l'analyse des divers aspects d'un système social et politique, entre ce qui est pouvoir, contrainte, dépendance et violence. Plus grave encore, il est devenu impossible de distinguer entre pouvoir légitime et illégitime. Elle propose donc, pour sortir de l'ornière, de choisir de réserver le terme de violence à des formes de contraintes particulières, ce qui impliquerait, je cite toujours, de déterminer de façon univoque les critères permettant cette discrimination. Ou bien nous devrions assimiler la violence et la contrainte, comme tend à le faire, dit-elle, la critique sociale depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Et dans ce cas, alors, il deviendra impossible de fonder nos choix éthiques et politiques sur le refus de la violence. Il va falloir revenir évidemment sur ces propositions et cette question complexe, éminemment politique, des critères de la violence dans le champ sociopolitique. Mais ma perspective pour l'instant est comme un peu décalée par rapport à ça. Au lieu de devoir immédiatement trancher dans la perspective proposée ici entre deux possibilités quant à la compréhension du terme de violence, je veux fouiller encore cette relativité curieuse, ce chatoiement bizarre en quelque sorte, de la violence dans l'expérience que nous en faisons. Le souvenir de mon père brisant un objet est significatif pour moi parce qu'il s'ancre dans ma mémoire comme l'une des seules réelles expériences de la violence de mon père, justement. Et le fait que ce souvenir paraît en ma mémoire sous la forme d'une image me fait penser aux réflexions de Georges Didier Huberman au sujet de l'affect. Je vous lis le début de Brouillard de peine et de désir parce que c'est très beau et parce que je vous conseille de lire Georges Didier Huberman. Nous sommes faits d'affect, et ce ne sont pas de simples effets. Les affects ne se réduisent pas à l'expression passagère de certains états d'âme intérieurs surgissant à la surface de notre peau, de nos paupières ou de nos zygomatiques, et faisant remous dans notre corps tout entier avant que nous puissions passer à autre chose ou aux choses sérieuses, comme on dit. Les affects sont des faits à part entière. Ils nous font tels que nous sommes lorsque nous nous confrontons au monde ou bien lorsque nous apparaissons à nos semblables pour leur exprimer quelque chose. Ils sont des faits au sens où, loin d'être purement passifs ou réactifs, ils font. Ils créent une configuration nouvelle à l'interface de notre psyché, de notre corps et du monde. Ils donnent jour à de nouvelles significations. Ils improvisent une relation inédite à autrui. Ils fondent une temporalité imprévue, souvent décisive, pour notre histoire. Ils nous soulèvent des habitudes que nous avions prises de nous-mêmes. Les remous qu'ils suscitent, même une seule fois sans crier gare, laisseront des traces pour longtemps. Dans une perspective comme celle-ci, la violence serait donc bien liée à ce que Georges Didier Huberman nomme un fait d'affect. Avant d'être installé dans des dispositifs politiques, sociaux, dans des structures qui, par la violence, déploient des stratégies, des oppressions, des répressions, elle pourrait être considérée depuis ce champ des faits qui nous font tels que nous sommes. D'ailleurs, je dis avant d'être installé. À mon avis, à la fin, ce qu'il faudra montrer, c'est que tout cela est fondamentalement intriqué et que ces faits d'affect sont éminemment politiques. Mais, dans le cadre de l'analyse, j'essaye de produire une sorte de séparation momentanée, et plus tard, je l'espère, je parviendrai à montrer que cette séparation n'est pas entièrement pertinente, même si elle l'est d'un point de vue méthodologique. Philosophiquement, il faut s'acheminer vers une intrication des champs. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça signifie tout cela? Je ne me souviens pas, comme je l'ai dit, de la nature de l'objet brisé par mon père, ni même de la cause exacte de sa colère, sinon qu'elle était au fond le produit d'une lente accumulation. Mais par contre, je me rappelle d'avoir éprouvé devant le spectacle du brusque débordement de mon père un sentiment mitigé d'impuissance et de fracture dans la compréhension que j'avais de notre famille. Paradoxalement, l'épisode marqua un infléchissement dans mon interprétation de ce qui se jouait dans notre système familial, dans notre gouvernement interne en quelque sorte,
Et peut-être qu'il y a là quelque chose de significatif quant à la violence. Elle est, comme les images, et là je cite encore Georges de Duberman, dans Images malgré tout, à la fois un symptôme, c'est-à-dire l'interruption d'un savoir, et une connaissance, c'est-à-dire une interruption dans un chaos. Le rapprochement entre l'affect et l'image me semble être intéressant ici parce que il paraît que la violence, comme réalité, est toujours intriquée, mélangée, et finalement difficile à rabattre sur une définition d'ordre conceptuel. Dans la mesure où ce qui est violent, ou ce qui m'apparaît comme tel, se mélange, donc entre ce qui est et ce qui m'apparaît, puisque je ne peux discriminer aisément ce qui relève de la chose et de son appréhension, alors cette intrication est fondamentale. De ce fait, la violence ne serait donc pas un concept, et elle n'est jamais abstraite, mais toujours associée à l'élément local de son événement. Pour le dire autrement, elle n'a pas de sens indépendant d'un contexte, subjectif voire intersubjectif, on essaiera de traiter cette question, et de ce point de vue, c'est ce qui fait qu'elle résiste à une définition qui voudrait la considérer abstraitement, c'est-à-dire indépendamment d'un contexte. Comme quand, songeant à la violence, ce qui me vient à l'esprit d'abord, c'est finalement un atlas d'images où je perçois plus que je ne conçois la violence, et bien de la même manière, quand je veux parler de violence, ce que j'ai envie de produire, ce sont des images plus que des concepts. Si la violence est donc un fait d'affect, c'est que sa fabrication est nichée dans l'entremêlement indémêlable des gestes et des émotions. Je pense au geste de mon père et à l'émotion éprouvée. Mais il y avait aussi le geste de mon père et sa propre émotion. Il y avait aussi l'émotion de mon père et le geste que j'ai produit à ce moment-là de retrait, de retraite, etc. Pour reprendre encore une fois un terme de Georges de Duberman, la violence est peut-être un peu atmosphérique, dans la mesure où elle n'existe pas ici précisément, en un endroit local, mais que son mode d'existence est difficile à circonscrire et ses limites pratiquement impossibles à poser. Qui peut dire que la violence commence ici ou là, qu'elle commence maintenant et pas plus tard ou plus tôt? En même temps, et là encore en songeant à l'effet produit par l'irruption inattendue de la violence paternelle, dans le geste de casser l'objet en 1000 morceaux, je crois que la violence est aussi, et c'est un poncif de la théorie politique, fondatrice. L'événement violent se donne, je l'ai dit, comme ce qui va briser un savoir. Dans la mesure où, par exemple, le geste violent défait un ordre des choses, c'est-à-dire une certaine idée que nous faisions des liens et des relations nouant les êtres. Mais en même temps, il constitue un savoir, parce que l'événement violent nous renseigne, nous dit quelque chose sur une nouvelle modalité, un nouvel ordre, ou, à minima, sur le fonctionnement de l'ordre qui vient d'être brisé. Nous pouvons donc avancer ici dans la clarification de cette image de la violence que j'essaye un peu de creuser dans cette vidéo, que même si elle est souvent associée à la destruction, la violence est aussi productrice. Dire qu'elle est productrice ne veut pas dire qu'elle est positive en un sens moral, mais simplement que, même si elle paraît sous l'aspect d'une fracture ou d'un dérèglement, comme lorsque mon père, habituellement si calme, si mesuré, rompt sa propre règle dans la colère, elle est aussi institution d'une règle nouvelle ou d'un ordre nouveau. L'usage de la violence dans le champ politique est d'ailleurs souvent usage de ce double aspect, il me semble. Réduire à néant une règle existante, ou alors qui tente de se former, une règle qui existe déjà ou qui essaye de se former, pour affirmer ou produire une règle différente et hostile à cette première. Et il va falloir revenir, à mon avis, sur cet usage politique et cette signification politique de ce double mouvement de la violence dans le champ, justement, dans le champ social. Si je reviens donc à mon point de départ, donc à l'hypothèse que la violence, avant de devoir être envisagée sous l'angle de l'oppression, de la contrainte, de la prise de pouvoir,
peut être pensé phénoménologiquement comme un mouvement affectif, c'est-à-dire une certaine appréhension subjective d'une réalité, comme un surgissement, comme un événement, comme l'interruption d'un ordre, alors je peux essayer de donner quelques aspects de la violence comme affect et comme image. Bon, ce faisant, je risque de la reconceptualiser, mais c'est pour essayer de conclure un petit peu cette traversée, peut-être un peu brouillonne, vous me direz, sur quelques hypothèses que je formule. D'abord, la violence semble être fondamentalement débordante. Du point de vue affectif, l'épreuve de la violence est l'épreuve d'une réalité qui outrepasse d'abord notre faculté de rabattre une donnée sur une définition ou sur un discours rationnel qui rendrait l'événement de la violence entièrement intelligible. De ce point de vue, elle ne peut pas relever d'un concept, je l'ai dit, même si elle peut être induite par une structure rationnelle ou un système organisé, elle est elle-même, en son cœur en quelque sorte, au-delà d'une définition qui la situerait en un endroit précis. Elle relève donc moins d'un concept que de ce que j'ai appelé ici une image, dans une veine proche finalement de ce que Georges Didier Berman appelle l'image. Il faudra que je clarifie ce point dans une prochaine vidéo à mon avis. Ensuite, la violence est, il me semble, symptomatique. Autrement dit, elle est le véhicule d'autre chose qui se manifeste par la violence en détruisant un ordre des choses, un état de fait. De ce point de vue, elle est aussi heuristique, c'est-à-dire qu'elle sert à la découverte à la fois d'une situation brisée et en même temps d'un ordre qui, au cœur de la brisure, veut s'instituer et cherche à s'organiser. Et enfin, pour finir, la violence est survivante. C'est un point que j'ai moins traité ici, mais en y pensant, j'ai l'impression que ça peut être intéressant à avoir à l'esprit. Ici, je pense en fait à la force mémorielle de la violence dans son éclat d'image. En tant qu'elle est débordement brutal dans un ordre, elle rompt l'habitude psychique et s'enracine donc profondément dans la mémoire. Elle survit donc à la chronologie et crée une blessure ou un trauma. D'un point de vue affectif, cela implique que la violence peut agir comme une menace, même quand elle n'est plus là. Et une telle dimension de la menace est cruciale parce qu'elle joue beaucoup, il me semble, justement dans le sens politique de la violence comme possibilité, notamment comme possibilité du pouvoir. Donc voilà, ce que j'ai proposé dans cette première vidéo sur la question, c'est une sorte de traversée. C'est peut-être brouillon, il s'agit ici d'un carnet d'études, je ne sais pas, d'une sorte de journal de réflexion. Ça invite donc évidemment à la réflexion et au questionnement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à amender, corriger, critiquer ce que j'ai raconté. N'hésitez pas aussi à me donner des sources complémentaires ou des éléments de réflexion pour éclairer ce problème de la violence. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient beaucoup, ça m'aide beaucoup à continuer. C'est très motivant.